Bonsoir. L'auteur de la bande-annonce est là, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci de nous constater pour cette très belle bande-annonce. Recevez évidemment tous nos vœux de bonne année 2025. Merci d'être venus aussi nombreux à ce ciné-club et voir Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger. 1959, j'ai vraiment rien à dire avant le film. Sinon qu'il est long, donc on essaiera de... Ceux qui veulent partir, évidemment, s'en vont. On essaiera de libérer la salle assez vite dès la fin de la projection pour la discussion en elle-même, puisqu'on me dit que vous avez soif de discussion, ça tombe bien. Et par ailleurs, ce film qui a été un immense succès et qui est considéré un peu comme le sommet ou l'un des grands sommets, non seulement de l'œuvre d'Otto Preminger, mais du cinéma hollywoodien dans son ensemble, vient après 3 échecs assez graves, et graves pour Preminger, puisqu'il était son propre producteur, il était producteur indépendant, et ses 3 précédents films n'avaient pas marché. Donc il était très important pour lui que celui-ci fonctionne auprès du public, et quelque chose me dit qu'il fonctionnera ce soir auprès de vous. Bonne projection. Bien. Est-ce que le film vous a plu? Donc voilà, Otto Preminger, 1959. Monsieur, vous vous asseyez, vous partez, vous restez, mais vous ne parlez pas en même temps que moi, merci. Ça rigole pas ici, voilà. Attention, il y a débat là. Bien, donc Otto Preminger, 1959, très gros succès commercial qui donc le remet en selle, comme je vous le disais, après 3 échecs successifs. Ce qui était très ennuyeux pour lui, alors avant de vous laisser la parole, juste quelques mots sur la façon qu'a Preminger de procéder en tant qu'auteur-producteur, ce qui est quand même rare à Hollywood dans les années 50. Et si elle rappelle quelqu'un, au fond, ça a été souvent souligné, c'est Alfred Hitchcock. C'est-à-dire que, par exemple, les génériques de Preminger, comme certains d'entre vous le savent, je pense, sont réalisés par un génie des arts plastiques, même s'il travaille dans le domaine industriel, qui est Hollywood, qui s'appelle Saul Bass. Et Preminger lui demande son premier générique, si ma mémoire est bonne, pour son film sur l'héroïne avec Frank Sinatra, ou plutôt sur un drogué à l'héroïne qu'interprète Frank Sinatra, qui s'appelle L'homme au bras d'or. Et donc, le générique de Saul Bass est une façon de reconnaître immédiatement un film de Preminger, avec bien sûr le nom de l'auteur au-dessus du titre. Ce qui est un pouvoir, maintenant c'est devenu assez banal, mais à l'époque c'est un pouvoir énorme que seul Alfred Hitchcock peut-être a, ou que Lou Beach avait déjà dans les années 40, ou même Griffiths dès les années 10. Mais c'est assez dire la prééminence de l'auteur et la prééminence du cinéaste, même sur ses acteurs, et même quand c'est un acteur qui est une superstar, comme James Stewart dans ce film. Donc il y a une reconnaissance de la patte Preminger, qui est faite comme ça de signes visuels très forts, et par ailleurs il y a une reconnaissance thématique. Alors évidemment la culotte de l'hérémique dans les grosses mains poilues de James Stewart, il y a beaucoup de photogrammes dans l'histoire du cinéma, parce qu'en plus c'est dans une cour de justice, donc ça n'arrive pas tous les jours quand même. Et donc Preminger se fait une réputation dès le milieu des années 50, quand il devient justement un cinéaste indépendant et son propre producteur, même s'il est bien sûr adossé à des compagnies, parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part, avec un film qui d'ailleurs a beaucoup vieilli. À mon avis, c'est pas un de ses meilleurs, qui s'appelle La Lune était bleue, et qui est une histoire, pour aller vite, de virginité. Et dans ce film, il commence un petit jeu qui là aussi va le rendre très identifiable, c'est le jeu avec la censure. C'est-à-dire que voilà, Otto Preminger, c'est le cinéaste producteur qui à Hollywood joue avec la censure, un peu au chat et à la souris, mais il est sincère en même temps, et il essaie vraiment de faire reculer
le code de censure hollywoodien qui, je vous le rappelle, était un code d'autocensure. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État américain qui se chargeait d'empêcher les films, etc. C'était les studios eux-mêmes qui avaient fait un code qu'on appelait le code ACE, de son principal rédacteur, qui était chargé de faire régner l'autodiscipline à Hollywood. Alors Preminger, qui a une très très forte personnalité, je pense que vous l'avez ressenti même en voyant le film, joue beaucoup avec ça, et en fait le mot que je cherche tout à l'heure, c'est le côté marque de visite. Voilà, on reconnaît un film de Preminger à quelques signes distinctifs comme ça. L'autre chose, alors ça c'est une réaction à chaud, peut-être que vous avez eu la même. Vous voyez, si on se demande qu'est-ce qu'un grand cinéaste, eh bien à la fin de ce film, on peut déjà répondre deux trucs. C'est celui qui ne montre pas les plaidoiries. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on ne voit plaider ni les deux district attorneys, c'est-à-dire George C. Scott, qui vient de la grande ville. Alors, la grande ville, c'est Lansing, dans le Michigan. Bon, il doit y avoir du monde, hein, mais c'est pas une ville quand même très très connue. Donc on ne voit pas les plaidoiries des deux district attorneys, et bien sûr, on ne voit pas la plaidoirie de James Stewart, alors que tout le public et toute l'Amérique attend ça. Parce que James Stewart, je vous le rappelle, il l'aime tellement qu'il l'appelle Jimmy. Personne n'appelle James Stewart aux États-Unis. Il s'appelle Jimmy Stewart. Et c'est l'acteur, évidemment, dès les années 30, donc 25 ans avant ce film, des films de Frank Capra, où il est connu pour finir le film par une plaidoirie brillante, interminable, etc. Par exemple, Mr. Smith au Sénat ou des films comme ça. Donc on attend quelque chose et en fait c'est coupé. Voilà, ça c'est très très fort. Alors, vous me direz, le film est long, on ne voit pas comment il aurait rajouté les plaidoiries. Je connais beaucoup d'autres cinéastes qui les auraient mises quand même. Lui, il ne l'aimait pas. Autre chose importante qui est un détail comme ça, c'est que Preminger est un esprit ironique. Et c'est même ce qu'on appelle en littérature, et on peut aussi l'appeler au cinéma, un ironiste. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la vie comme une ironie fondamentale. Quand un ironiste va trop loin, pour dire du mal de lui, on le traite de sarcastique. Bon. À mon avis, il n'y tombe jamais. Ça reste vraiment un ironiste, hein, et ça reste quelqu'un qui sourit profondément de tout ça. Alors vous avez ri, vous avez parfaitement compris. Moi je me souviens très bien, quand j'ai vu pour la première fois le film il y a très très longtemps, le coup de l'impulsion irrésistible. Bon, ben, c'est irrésistible. C'est génial. Je ne sais pas du tout si c'est dans le roman, je pense que c'est dans le roman d'origine, mais c'est tellement bien amené. Pour ne pas vous payer, j'ai été pris d'une impulsion irrésistible. Et quand un cinéaste aussi finit par dire ce qu'il a à dire, il finit quand même sur une poubelle. Ce qui, disons, est une vision de l'humanité particulière. Voilà. Alors c'est relativement léger, hein, c'est pas très très appuyé, mais enfin quand même. Un des souliers de l'Irémique, visiblement son dingue de mari a recommencé à lui taper dessus. Et ils sont partis, elle pleurait, elle était en mauvais état. On est un peu inquiet pour elle quand même, et on ne peut pas fonder beaucoup d'espoir sur ce couple. Voilà. Donc il y a cette ironie et ce plan final où en fait les deux compères là, ils sont quand même passés de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il y en avait un, James Stewart, l'avocat, qui avait tout arrêté quand les électeurs l'avaient viré, et l'avaient viré du poste de district attorney de son bled, parce que vous savez, les procureurs dans ce genre de patelin américain sont élus par les gens. Donc tout simplement, il a perdu les élections. Il s'est mis à aller à la pêche dans le beau lac Michigan, qui surplombe ce qu'on appelle la péninsule, et puis il n'est jamais revenu de la pêche. De ce point de vue-là, le plan du frigo avec les poissons morts, ça je dois dire qu'à chaque fois, mais ça me terrifie quelque part. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, quelle est la vie de cet homme. Il est absolument seul. Alors quand il dit « I am a bachelor », à la fin, il ne sait pas comment appeler une culotte, il faut oser. Hein. C'est Jimmy Stewart, et on est qu'en 1959. Hein. C'est l'Amérique de Eisenhower, hein. C'est avant Kennedy.
Donc, I am a bachelor, je ne sais pas comment on appelle un slip de femme, je ne peux pas vous dire, votre honneur. Bon. C'est un peu drôle tout ça, mais le plan du frigo et des poissons morts, c'est dire si ce monsieur, en fait, s'est retranché de la vie. Il est littéralement hors la vie, c'est-à-dire qu'il ne bouge plus. Sa secrétaire, avec qui il a des rapports là aussi qui sont fascinants, parce que est-ce que ces deux-là sont amoureux l'un de l'autre quand même? En tout cas, c'est un personnage génial, le personnage de la secrétaire. Et le vieil associé qui boit toute la journée du whisky parce qu'il a entièrement raté sa vie, il aurait voulu être avocat, il n'a fait que boire du whisky. Donc c'est des gens qui sont hors de la vie, retranchés de la vie, qui sont à l'arrêt, c'est ça le vrai mot en fait, c'est des gens qui ne bougent plus, et que cette histoire va mettre en mouvement. Et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans le début du film, qui peut paraître un peu long, hein, c'est une très longue exposition, la pêche, le vieux, la secrétaire, expliquer tout ça, il a été battu, on l'a renvoyé à ses charges d'études, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il est quand même réduit avec un vieil alcoolique à étudier les traités de droit pour se distraire après la pêche la nuit. Donc tout ça mérite d'être montré et exposé pour qu'on apprécie justement la remise en mouvement que va représenter l'affaire du lieutenant interprété par Ben Gazzara. Oh voilà, à vous. On vous donne un micro. Bonsoir. J'ai pas vu beaucoup de films de Otto Preminger, mais ce qui m'a sauté aux yeux en voyant celui-ci particulièrement, c'est à quel point c'est un film, je trouve, musical, et vraiment à quel point c'est aussi une question importante qui est même traitée à l'intérieur du film, puisqu'il est pianiste de jazz aussi. Et aussi, c'est assez drôle parce que je ne sais pas si c'est seulement dû à l'époque, mais non seulement c'est un film musical, mais avec un habillage sonore très fort. Il n'y a jamais un moment où en fait finalement il y a un silence, ou finalement quand il y a un passage justement d'une scène à l'autre avec un fondu, une espèce de moment peut-être silencieux, tout de suite il fait intervenir de la musique. Et nous, souvent ce qui ressemble à du free jazz. Et c'est assez drôle parce que ça correspond aussi complètement, même quand il n'y a pas de musique mais seulement de la parole, à l'esprit du film enfin c'est un peu comme ça, mais qui vraiment s'écoute avec les yeux, quoi. C'est-à-dire vraiment il y a toujours un mouvement de caméra qui est raccordé, qui est repris, et même quand c'est un peu branlant, tout de suite, justement, il découpe la scène, et c'est je trouve une mise en scène très musicale. Je ne sais pas si ça revient dans la plupart de ces films, mais là c'est vraiment frappant, et le film, voilà, s'écoute, quoi. Alors sur le jazz, visiblement vous connaissez mieux que moi, donc vous avez dit déjà beaucoup de choses. Duke Ellington, on le voit, hein, il est bien sûr au piano. C'est pas que c'est un sommet de l'antiracisme, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand même. En 1959, le type qui fait la BO, et c'est sa première BO complète pour le cinéma, de Duke Ellington, on le met au piano, et c'est visiblement l'autre meilleur copain de James Stewart. L'un est blanc, l'autre est noir. Otto Preminger, là-dessus, est assez inattaquable. Pour dire les choses, il fait partie de ces libéraux d'Hollywood qui, sur l'antiracisme, l'égalité, etc., rigolent pas trop, quoi. Par ailleurs, il est odieux sur les plateaux. Hein. Les choses sont compliquées dans la vie. Hein. C'est quand même un terrible tyran, directeur d'acteurs. Il est d'ailleurs plutôt encore plus méchant avec ses acteurs qu'avec ses actrices. Les acteurs se sont plus plaints que les actrices d'Otto Preminger. Mais c'est pas quelqu'un de commode, quoi. Dans la bande-annonce de tout à l'heure, vous l'avez vu jouer un nazi dans Stalag 17, il adorait ce genre de truc, parce qu'il avait un certain humour, bien sûr. Il est viennois, il n'est pas du tout nazi, hein, pas du tout. Mais jouer le côté méchant SS, ça lui déplaisait pas. Bon, maintenant, donc sur le jazz, vous avez entièrement raison, elle est sublime cette BO, hein, elle est connue comme ça. Elle est connue comme une des plus grandes bandes originales, un des plus beaux scores de l'histoire du cinéma, c'est clair. Et la présence de Duke Ellington au piano, évidemment, ça fait un peu battre le cœur, quoi. Maintenant, vous avez prononcé le mot fatal quand on parle de Preminger, c'est mise en scène. C'est-à-dire qu'il est considéré dans l'histoire du cinéma comme ce qu'on appelle un pur director. Voilà, un metteur en scène hollywoodien qui maîtrise absolument son art. Et en revoyant le film pour la énième fois, je me suis même demandé si je ne le faisais pas exprès, alors c'est peut-être parce que je suis un peu fatigué, mais pas seulement. Je pense qu'à un moment, on cesse d'écouter ce verbiage
qui est en plus un verbiage de cour, donc un verbiage très codé. D'ailleurs, le juge qui est sublime, quel personnage secondaire extraordinaire. On aimerait vivre avec ce juge, quoi. Il est formidable. Côté mélancolique, quand il remonte sa montre, enfin bon. Donc à un moment, ces chicaneries d'avocats qui donnent beaucoup de séries actuelles, hein, ça on en parlera aussi évidemment, Autopsie d'un meurtre est un film qui séminal, pour employer un mot prétentieux de critique de cinéma, pour dire que bien sûr beaucoup de séries américaines se sont inspirées de ce film. Mais surtout, des fois on arrête en fait d'écouter la confrontation et on regarde comment c'est fait. Et il y a un critique de cinéma, je crois que c'est Luc Moulet qui a écrit ça, ou peut-être c'est Louis Scorecki, l'un ou l'autre, qui a écrit finalement chez Preminger, l'importance, c'est moins ce que les gens disent que comment ils le disent et surtout comment Preminger le filme. Et de ce point de vue, et même si on n'est pas un spécialiste, c'est ça qui est intéressant, on ressent l'extrême précision, l'extrême cohérence et l'extrême vigueur de sa mise en scène. Pour donner un exemple simple et parlant, ça se resserre. Je pense que vous l'avez tous vu. C'est-à-dire que la caméra reste relativement loin au début du procès. Il y a déjà 1 heure de film. Hein. Quand le procès commence, en gros, il y a 1 heure de film. Et la caméra, le cadre va se resserrer. D'ailleurs, au-delà de tout réalisme d'un certain point de vue, parce qu'un avocat de la défense, comme un district attorney, ne pourrait pas s'approcher aussi près du visage de l'Irénique ou aussi près du visage de Ben Gazzara. Et donc, il y a cette tension du resserrage des plans, comme ça, qui sont de plus en plus serrés sur les acteurs, et à un moment, on a envie d'éclater, quoi. Enfin, vous voyez, ça crée une tension de la mise en scène, où vraiment, il était considéré comme un des plus forts du monde. Et surtout, à ce moment-là, on est en 1959, il fait du cinéma sérieusement depuis 1944, hein, avec un film très connu que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Laura, que lui considère comme son premier vrai film, avec Jim Tierney. C'est produit à la Fox, avec le tyran de la Fox, donc c'est Preminger tyran contre un autre tyran, le directeur de la Fox, qui est Zanuck. Leurs rapports sont très très mauvais, mais il n'empêche qu'à la Fox, Preminger apprend aussi ce style Fox. C'est-à-dire que les studios de production, si vous voulez, les majeures compagnies, ont un style. Et le style de la Fox, c'est connu pour être ça, c'est-à-dire cette précision dans la mise en scène, les moyens aussi, hein. Tout ça coûte très cher, hein. Les caméras sont énormes, il n'y a pas de numérique, hein. Dites-vous bien qu'il y a des prises et des prises. Et donc, il y a aussi quelque chose chez lui qu'on voit dès le début, en gros, c'est le génie zénital du travelling latéral. Voilà, si je vous le dis en une phrase, les travelling de Preminger, cette façon de couler comme ça, on a l'impression qu'ils sont dans la ouate, on a l'impression que c'est presque des travelling aquatiques, vous voyez, et de suivre les personnages comme ça, y compris dans les intérieurs, et même dans des intérieurs très étroits. C'est ça qui est formidable. Quand par exemple James Stewart entre dans la pièce où elle est en train d'écouter des disques, la caméra est dans la pièce et va se reculer jusqu'à sa salle de bain. Vous voyez, alors que c'est une caméra énorme. Alors parfois c'est du studio, hein. Preminger dit je n'ai tourné qu'en décor naturel. Il y a du décor naturel, il y a aussi du studio, et on y reviendra parce que le grand style de Preminger, c'est cet accommodement, si vous voulez, entre un certain réalisme et le primat absolu donné à la mise en scène. Et le primat absolu donné à la mise en scène, c'est qu'on n'est pas si réaliste que ça. Pour vous donner un exemple évident, à chaque fois que James Stewart ou George C. Scott ou un des deux attorneys généraux est filmé côté cloison où il y a le juge et les accusés, enfin et les témoins, il est bien évident que la caméra énorme ne peut pas être là. Donc c'est fait autrement, la cloison elle dégage, et c'est du studio. Vous voyez? Donc c'est ça aussi le style Preminger, c'est que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la cohérence des choses, qui veut montrer deux types en train de manger un œuf dur. Cette scène est extraordinaire. Passe-moi le sel, passe-moi le sel. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, on dirait que c'est du temps perdu dans un autre film. Pourquoi il nous montre ces deux types avec une transparence d'un chantier de ferraille derrière eux? Enfin, ça ne sert strictement à rien. Eh bien si, ça sert à tout. Voilà, ça c'est Preminger. Comme l'idée, je ne sais pas si le roman était déjà situé là,
le roman qui a été un best-seller, écrit par un ancien avocat. Il va dans cet endroit qu'on appelle la péninsule aux États-Unis et qui est une main inversée, comme ça, si vous voulez, sur le lac Michigan. Donc Lansing, c'est au milieu de ma main, et lui, il doit être un peu plus haut, sur le lac. Voilà. Bon, un peu plus loin, il y a Duluth où est né Bob Dylan. L'hiver, il fait très froid. C'est pas des endroits pour mauviettes, le Michigan. Voilà. Donc, il y a toutes les vannes du juge. Oui, vous avez certains accommodements avec la loi ici. C'est un peu bande de ploucs, quand même. Voilà, il y a ça aussi. Mais Preminger, c'est vraiment cette tension entre le souci du réalisme, le souci d'aller trouver des nouveaux décors. Personne ne va tourner dans ce bled, c'est très loin d'Hollywood, quand même. Le Nord Michigan, Bon. Comme il ira tourner, par exemple, en Israël, son film d'après, Exodus. Voilà, là où Hollywood n'allait pas forcément. Donc il y a ce côté-là, un très grand style empreint de réalisme, mais ce n'est pas filmé de façon réaliste, pas du tout. C'est-à-dire que la caméra doit primer sur tout. Et si on doit faire un décor, en plus du décor naturel, ou pour imiter le décor naturel, on le fait. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment, pour le dire d'une phrase, mais je pense que vous le ressentez en tant que spectateur, écrit avec sa caméra. Vraiment, c'est quelqu'un qui écrit avec sa caméra. Et de ce côté-là, alors monsieur, on pourrait multiplier les exemples, mais le film est d'une précision, mais diabolique, presque. Et même dans, vous voyez, le vieil avocat, quand on le retrouve au bord de sa voiture, là, il va faire une enquête, il va finir par se prendre une porte de garage, etc. Même là, il fait un travelling latéral. N'importe qui aurait filmé la voiture sur la route, et puis voilà. Tandis que là, c'est mise en scène. C'est-à-dire qu'il est content, il se sent enfin utile, à force de boire de la limonade, du ginger, je sais pas quoi, il ne boit plus de whisky, donc il chantonne au volant de sa voiture, et il y a un travelling latéral. Ça, c'est Preminger. Ça veut dire que c'est une journée de tournage. Cette petite plaisanterie, ça coûte très cher. Alors, par ailleurs, comme ça coûtait très cher et qu'il était d'une efficacité redoutable, on raconte, mais ça m'a toujours paru délirant, mais ça doit être vrai, qu'il arrivait à faire 4 minutes utiles par jour. Ce qui est dingo. Le cinéma, si on en fait une, 4 minutes utiles par jour, avec cette mise en scène-là. Enfin, vous voyez, c'est des choses incroyables. Mais vraiment, cette espèce de contradiction, vous voyez, chez les grands réalistes, je vous prends un exemple chez les Français, par exemple. Maurice Pialat, c'est un très grand réaliste. C'est l'héritier de Renoir et Pagnol, disons. Il n'a pas ce souci-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des plans. Bien sûr qu'il fait des plans, c'est un immense cinéaste. Mais il ne filme pas comme Preminger. Et franchement, il n'en a aucune envie. Ça ne lui viendrait pas à l'idée. Il ne dirait pas à une équipe, vous allez préparer un travelling de 15 mètres, vous voyez, pour filmer un décor naturel où on sentira ça. Donc simplement, ce n'est pas le même système de représentation, si vous voulez. C'est-à-dire que chez lui, il y a les deux. Il y a le type qui vous dit à chaque seconde, je suis seul maître à bord. C'est moi le démiurge. C'est moi le démiurge. Je fais tout ici. Je contrôle tout. D'un côté Kubrick, évidemment, obsédé par Preminger, Kubrick. Et puis il y a le type qui dit, il faut que chaque détail soit vrai. Alors on a des conversations sur les hameçons pour attraper des grenouilles. Vous voyez, ça aussi, ça se fait assez peu, en fait. Et la coexistence entre les deux est encore plus rare, pour vous répondre. Sur le jazz, je crois que vous êtes plus fort que moi. Monsieur. Allez-y. Là-haut. J'ai vu il y a 2 jours L'Homme au bras d'or, qui m'a absolument fasciné, et je retrouve beaucoup cette mise en scène et ces mouvements de caméra qui sont d'une fluidité, d'une évidence, d'une pureté, et aussi la bande-son jazz qui est très, très présente dans L'Homme au bras d'or, et avec des acteurs qui sont magnifiques. Et je retrouve aussi un petit peu le même principe dont vous avez parlé au début du film, qui est les personnages qui vont se mettre en mouvement. Donc, sans parler de L'Homme au bras d'or, mais on a Sinatra qui revient
de cure des intoxications et qui veut engager une nouvelle vie par rapport à d'autres personnages qui sont bloqués dans leur vie. Voilà, 1955 pour l'Homme au bras d'or. Ouais, j'ai trouvé ça magnifique, que j'avais pas vu. C'est 4 ans avant, effectivement. Alors, ça, je vous donne juste un tuyau pour la rétrospective. Alors, Jean-François va m'engueuler parce qu'il va dire que vous devez voir tous les films. Bon, alors, d'accord, vous devez voir tous les films, c'est sûr. Mais, quand même, si vous devez choisir, parce qu'il y en a beaucoup, le sommet, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait autopsie d'un meurtre, il fait Exodus. Je m'empresse de vous dire qu'Exodus, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord politiquement, mais regardez la mise en scène, et après on peut discuter. Et enfin, il y a un dernier de la trilogie qui est Tempête à Washington, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est le dernier film de Preminger pour aller vite adoré par tout le monde. Après, il fait un film plus compliqué, mais qui lui tient beaucoup à cœur, parce que ça se passe en Europe, la montée du nazisme, Vienne, etc., qui s'appelle Le Cardinal. Alors là, il y a plus Jean-François et quelques fans qui continuent de défendre, mais c'est un très beau film, Le Cardinal, je trouve. Et après, et je suis obligé de le dire, parce que c'est intéressant, il arrive quelque chose finalement d'assez rare dans l'histoire du cinéma, quand on est parvenu à ce niveau de maîtrise dont vous parlez sur la mise en scène, c'est qu'il y a un peu une décadence de Preminger. Alors quand on dit ça, toutes les décadences sont discutées, hein, bien sûr. Il y a des gens qui continuent à défendre, etc. Mais disons quand même que Rosebud, par exemple, ou Harrison Dawn, des films des années 60-70 qui sont moins connus, très honnêtement, c'est moins bien qu'Autopsie d'un meurtre. Et donc, c'est très difficile à expliquer. Alors il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'articles là-dessus, qui sont d'ailleurs passionnants, qui ne cherchent pas forcément à justifier absolument les films, mais qui disent comment le système qui avait l'air tellement huilé, tellement au point, tellement efficace, de cet homme qui était un génie de la mise en scène, mais pas uniquement, c'est ce que j'ai dit en commençant, c'était un génie aussi de ce qu'on appelle le marketing ou la publicité, et bien ça s'est grippé. Et qu'il a fait des films, alors il paraît que le dernier est très bien, je ne l'ai jamais vu, soyez honnête, ça s'appelle The Human Factor, donc j'irai le voir pendant cette rétrospective. Il y a des gens qui, eux, l'ont vu au premier rang, qui disent qu'effectivement c'est très bien, toi aussi. Voilà. Et un ami critique, là, lui aussi, dit que c'est très bien. Donc allez voir The Human Factor, qui est vraiment son dernier film, où c'est un peu son retour en grâce. Donc je serais très curieux de le voir. Mais quand même, il y a ça chez lui. C'est-à-dire que finalement, c'est ça toujours le paradoxe, souvent américain, c'est que ce type qui aura passé sa vie à se débarrasser des studios, d'une certaine façon, il disait à Zanuck, je ne serai pas le contremaître de ta machine de saucisses. Pardon, je ne serai pas le contremaître de ton usine de saucisses. Donc l'usine de saucisses, c'était la Fox, quand même, là où il tournait avec Jim Carney. Hein. Mais il lui disait ça. Donc ce type qui aura passé sa vie à gagner son indépendance, remarquablement, à faire des films immenses qui continuent à nous fasciner. Il suffisait d'écouter le silence pendant cette projection, et pourtant le film est long. Comment expliquer que finalement, quand ce système des studios périclite, disons, d'un point de vue industriel, il périclite, eh bien lui, il s'abîme aussi. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez mystérieux. Il pourrait être triomphant, au contraire, il pourrait dire, mais moi les studios, je les ai laissés derrière moi, j'ai laissé l'usine à saucisses derrière moi depuis très longtemps, et je continue à faire des très grands films dans les années 60 et 70. Eh bien non. C'est-à-dire que même ceux qui défendent admettent que c'est moins bien. Donc là, il y a un peu un mystère Preminger. Je ne sais plus du tout quelle était votre question. Bon, je vous ai répondu en gros. Alors, monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai deux petites remarques. Je suis quand même... Vous parliez de la mise en scène, évidemment, qui est brillante, mais il y a quand même je trouve l'écriture... Alors, je me pose la question du scénario, de l'écriture et de l'interprétation de James Stewart, oui, qui est quand même impressionnante dans le phrasé. Enfin, je me pose la question de s'il y a de l'improvisation ou pas sur ça. De l'improvisation? Ouh là là, non. Ouh là là là. Voilà, vous pouvez répondre. Oh là 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 là. Parce que je trouve qu'il y a quand même une improviser avec Preminger, à mon avis, c'est se risquer à de très gros ennuis. Parce que vous dites qu'il est difficile, et à la fois il sort des choses de ces acteurs absolument incroyables. Oui. Et à la fois, je me suis tellement laissé embarquer par la conviction de James Stewart que moi, je me suis senti assez mal à la fin quand je comprends qu'il s'est fait flouer.
vous dites que c'est le retour de deux personnages qui reviennent à la vie, et je trouve sur un truc où moi, ça m'a Ah ben oui, ça m'a un peu frustré. c'est mes gages dans Don Juan, si Voilà. vous voulez. Il n'aura pas ses gages, c'est clair. Mais une nouvelle carrière commence, quand même. C'est-à-dire qu'avec son associé, ils sont associés, c'est-à-dire que le vieux n'est plus le vieil ivrogne encombrant, quand même, un peu. Il écrase ses mégots sur les lintes, hein. C'est particulier, hein, quand même, vous voyez, sur les murs, quoi. Bon, donc... ces deux personnages qui vont s'associer, et on peut penser qu'ils vont avoir un cabinet d'avocats assez... vous voyez, ça va marcher, quoi. D'autant plus que de là à penser qu'il ne va pas marier la fille qui tient la boîte de nuit, là, c'est un peu indiqué aussi, hein. Donc pour eux deux, c'est plutôt une fin heureuse. Maintenant, pour vous répondre, improvisation, bon, c'est Jimmy Stewart, hein. Preminger, il sait ce qu'il fait, hein. Il sait qui est Jimmy Stewart, il ne va pas l'engueuler, il n'est pas débile. D'autant plus que, ça a été beaucoup souligné, on est dans la gémellité. C'est-à-dire que, évidemment, il y a tout le côté mise en abîme du film, alors que vous pouvez presque décliner à l'infini. C'est-à-dire que c'est tellement facile, presque, qu'en le revoyant, là je me disais, on peut tout dire, quoi. Que le scénario, ça serait l'enquête, après il y a la mise en scène qui serait le procès. Enfin, vous voyez, tout le processus cinématographique, le film peut être lu à cette aune-là de mise en abîme. Et évidemment, Preminger n'est pas le juge. Il est Stewart. C'est-à-dire qu'il est celui qui essaye de présenter au jury, qui essaie de présenter à vous et moi, spectateurs, une vérité représentable par le cinéma et admissible. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on ricane. Mais vraiment, il n'est pas question qu'on puisse le mettre en doute. Il n'est pas question qu'on puisse dire ça ne tient pas debout. Ou c'est invraisemblable. Vous voyez ? C'est-à-dire que comme l'avocat, il faut que Preminger nous présente un film qui tienne absolument debout, qu'on y croit. Donc il est vraiment James Stewart, et le film est fait là-dessus, hein, de façon très claire. C'est pour ça aussi qu'il est émouvant. C'est un créateur qui nous parle de sa création par le biais du plus vieux genre du cinéma américain, et là où le cinéma américain se regarde lui-même, parle de lui, depuis Griffiths, hein, les films de procès, c'est les années 10. Il y en a un dans Intolérance, et il y en a toujours aujourd'hui. Clint Eastwood fait Juré numéro 2. C'est moins bien que ça, mais c'est pas mal. Pas mal du tout, même. Donc, vous voyez, on est dans un genre archi-codé, vieux, et Preminger s'en empare pour parler de lui et pour parler de son métier de cinéaste. Qu'est-ce que c'est mon métier de cinéaste ? Je suis James Stewart. Ça, c'est une chose. Là où les choses deviennent compliquées et belles comme un feuilleté, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y croit vraiment. Quand il dit la démocratie américaine et le droit, c'est qu'il vaut mieux laisser filer un coupable, même si ce type est odieux, la plupart du temps, entre vous et moi, plutôt que de prendre le risque de condamner un innocent. Et il est sérieux, on peut discuter, mais il est sérieux en disant ça. C'est-à-dire que on n'est pas sûr. La vérité, elle est introuvable. Elle est introuvable, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a eu viol, est-ce qu'il n'y a pas eu viol ? On ne sait pas. Les gens disent des choses extrêmement contradictoires, et la vérité vraie, on ne la connaîtra jamais. Et ce qui est fort, c'est qu'à un moment, ça ne devient pas le plus important. C'est-à-dire que le film prend le dessus sur tout ça. C'est comment le film, lui, va s'en sortir. Comment le film va avancer. Donc ça, c'est important aussi. C'est le côté libéral, si vous voulez, au sens américain du terme, hein, de Preminger. Et puis une troisième chose qu'il faudrait dire, qui est importante, Muriel Joudet le dit très bien dans le texte qu'elle a écrit pour le programme de la Cinémathèque, mais on en a souvent discuté ensemble, c'est que ce type est obsédé par les infrastructures, on peut dire un peu en marxisme amusant, pour employer un mot moins compliqué, les institutions. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est la justice, c'est le droit. Dans ces films d'après, ça sera autre chose. Le nationalisme, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme ?
On autopsie ça. C'est toujours Anatomy of a Murder. On autopsie ça. L'armée, dans un film assez mésestimé sur Pearl Harbor, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Première Victoire. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend les institutions, comme ça, et qui les déconstruit, on dirait, aujourd'hui. Et de quelle façon? Mais toujours avec une humanité. Vous voyez, il ne s'agit pas de porter un regard forcément extrêmement critique ou ironique. Cette justice-là, honnêtement, elle fait plutôt rêver. Hein. Qu'à Dieu ne plaise que la justice soit toujours comme ça. La scène où le vieux juge arrive avec genre ses guêtres et son parapluie, voit les deux avocats en train de manger des sandwichs, boire du coca et consulter les vieux grimoires de droit et qui sourit en fermant la porte, c'est sublime. Vous voyez, ça aussi, quel cinéaste fait ça? Ça ne sert à rien presque dans l'action. On aurait pu nous dire autrement qu'ils ont trouvé le procès de 1866. Lui, il passe 2 minutes à ça. Donc il y a vraiment ce côté-là, ce que j'appelle moi, et ce que Serge Danet, surtout, qui est le premier à ma connaissance à avoir dit ça, appelé l'étude de l'organisation. Comment ça marche? Comment ça marche? Et évidemment, quand vous voyez un film qui s'appelle Autopsie d'un meurtre, c'est un film qui continue à influencer les cinéphiles d'aujourd'hui, les cinéastes. Autopsie d'un meurtre, Anatomie d'une chute. Quoi qu'on en pense. Et d'ailleurs, quoi qu'on pense de la vérité d'Anatomie d'une chute. Vous voyez, là aussi, la vérité peut être introuvable, on n'est pas sûr, il y a un doute, etc. Donc il est évident que les auteurs d'Anatomie d'une chute ont beaucoup vu ce film, et ils y ont beaucoup pensé, et ils ont eu raison d'y penser beaucoup, en faisant leur propre film. Donc c'est dire à quel point il y a cette espèce de grand art hollywoodien, si vous voulez, dont on a parlé avec cette mise en scène qui règne en maître, littéralement, c'est la mise en scène souveraine. Et Preminger est le souverain de sa mise en scène. Mais ça pourrait être très désuet, ça pourrait être kitsch. Il y a toujours un risque de kitsch avec le temps qui passe. Lui, je trouve que pas du tout. Pas du tout. Il reste extrêmement moderne malgré cette véritable lourdeur et presque pesanteur des moyens déployés. Voyez, mais ce côté étude de l'organisation, comment ça marche, c'est quelque chose qui est très fort chez lui. Alors, je n'ai pas répondu tout à l'heure en fait sur les acteurs. Ça aussi, c'est un peu une sous-division thématique du film. C'est que lui, il a été éduqué au théâtre à Vienne. Hein. Donc, il est assez loin de l'acteur studio. C'est pas le même genre. Donc là, il prend beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, sur ce plateau, on devait en entendre des vertes et des pas mûres. Parce que faire jouer Jimmy Stewart et Ben Gazzara, qui vient directement de New York, hein, lui, bon, ensemble, ça devait être rigolo. Voilà. Et cette différence des écoles d'acteurs, on la sent aussi très fort dans le film. C'est-à-dire que Ben Gazzara, vous pouvez dire, il en fait des tonnes. Honnêtement, oui, il en fait des tonnes. Après, il est beaucoup mieux. Hein. J'adore Ben Gazzara. Chez Cassavetes, c'est un type formidable. Mais là, c'est un peu un sous-brando. On ne peut pas ne pas y penser, quand même. L'Irémique, en revanche, elle est fraîche comme la rose. C'est quasiment son premier rôle. Elle arrive, elle est magnifique. Évidemment, le plan où elle enlève son chapeau. Mais vous voyez comment c'est montré. C'est-à-dire que c'est montré comme une mise en scène, d'abord, évidemment, dans la cour. Et ensuite, c'est une mise en scène pour nous, ou plutôt en même temps. Mais c'est un effet absolu. Et alors l'autre, qui est plutôt marqué acteur studio, c'est le terrible procureur qui arrive de Lansing et qui va tous les manger. C'est George C. Scott, qui est admirable. Et alors, de ce point de vue-là, alors elle n'est pas très bonne en revanche. La fille qui joue, à mon avis, qui joue Mary Pillant, elle a un peu de mal à exister. Mais quand elle répond « My father », et que l'ombre, la lumière, tout d'un coup, chtonk, il est mais dévasté, quoi. C'est la balle entre les deux yeux, et ça ne se joue que sur l'ombre sur son visage, dans le gros plan des deux, qui est pris latéralement. Vous voyez là encore la précision de la mise en scène. Oui.
rebondir sur ce que vous disiez à propos d'Autopsie d'un meurtre. Il y a une chose qui m'a frappé en revoyant le film, c'est, alors que tout s'y prêtait, c'est l'absence de flashback, comme il y a dans le dernier Eastwood, par exemple. Très juste, bien sûr. Et je pense que c'est peut-être parce que chez Preminger, ce qui l'intéresse, c'est essentiellement les phénomènes, c'est-à-dire les apparences, plus que les petits secrets qu'il peut y avoir derrière les apparences. D'où le fait que pas mal de scènes dans le film reposent sur une espèce de néant, finalement. Je pense à la visite dans le bar où il plonge sa main dans le casier qui contenait le pistolet, ou alors l'importance donnée au costume, etc., qui me donne à penser que finalement le film aussi est dévoré par cette espèce de néant, et que le dernier plan du film, cette poubelle, on peut l'interpréter aussi comme ça. C'est-à-dire le cinéma, ça repose aussi sur du vide. Et je pense que c'est un vide créateur chez Preminger, mais qu'il a conscience de cet élément, cette composante de son cinéma. Oui, mais c'est une très belle analyse que vous faites là. Et par ailleurs, juste pour vous répondre presque sur la technique du récit, effectivement, c'est très balèze de ne pas céder à la tentation du flashback, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui lui déplairait terriblement, c'est que le flashback serait trop fort. C'est-à-dire que si vous faites ça, si vous montrez le flashback, d'abord, ça dit la vérité. Ou alors, il y a un célèbre film Hitchcock qui a été beaucoup attaqué à cause de ça, vous faites des flashbacks mensongers. Mais alors, des flashbacks mensongers, c'est pas trop le genre de la maison. Et d'ailleurs, Hitchcock lui-même s'en voulait, en fait, d'avoir eu recours à un artifice. C'est-à-dire que Preminger, d'une certaine façon, ses films sont les plus fabriqués du monde. Vous voyez, quand on est à ce point-là dans la mise en scène, on est quand même dans la fabrication pure. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça se sente. Alors, on les voit, ces mouvements de caméra, mais on y croit tout le temps. Parce que c'est ça, quand même, le point du propos. Il faut que la représentation soit plus que crédible. Il faut que la représentation devienne le réel, quasiment, dans son système. Donc, s'ils s'amusent à faire des flashbacks, évidemment, ce que racontent les gens, la façon dont ils le racontent, le récit colporté en puzzle, Solbas a fait un puzzle dès le générique, et c'est pas un hasard, deviendrait beaucoup moins intéressant, puisque soit ce qu'on nous montre dans le flashback, soit c'est vrai, soit au pire c'est faux. Mais ça n'a plus aucun intérêt. Tandis que là, évidemment, le côté il la bat ou il la bat pas, elle le trompe ou elle le trompe pas, elle a été violée par ce type ou elle n'a pas été violée par ce type, elle allait juste avec lui à l'allée des amoureux parce qu'elle ne peut plus supporter ce psychopathe. On peut tout raconter. Vous voyez ? Et évidemment, ça change d'une seconde à l'autre. C'est presque un kaléidoscope avec une vérité changeante et insaisissable. C'est quand même ça le grand truc du film, mais qui est toujours absolument crédible. Et donc, effectivement, l'utilisation du flashback serait au fond une paresse, et puis surtout, ça empêcherait le spectateur de décrypter, d'imaginer les signes, les phénomènes, comme vous l'avez très bien dit, que lui propose Preminger. Oui, j'ai un peu quand même l'impression de la fin d'un certain cinéma. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement la confrontation entre les interprétations par Lee Remick et Ben Gazzara, et puis une interprétation différente, celle de James Stewart. Sans parler des seconds rôles, hein. La fille qui fait la secrétaire qui s'appelle Eve Arden, je crois, elle est fabuleuse. Et quant au vieux, je ne sais plus son nom. Oui, mais c'est du classique. Voilà. C'est comme chez John Huston, c'est comme... Tout à fait, d'autant plus que ce sont eux deux des vétérans, hein. Oui. Des vétérans hollywoodiens. Mais pardon, allez-y. Alors donc j'ai l'impression d'un film à la charnière, 1959. Donc ensuite on va faire un cinéma assez différent. Voilà, c'était un petit peu le sentiment que j'avais. Vous savez, je l'ai... Le film est en noir et blanc, je ne sais pas pourquoi, en 1959. Et la dernière idée que j'avais, c'est que... Eh bien, je ne sais plus. Ah oui, donc une explication pour le succès commercial de ce film. Je ne sais pas trop. Alors, il a eu un succès commercial, comme le livre avait déjà été un best-seller. Ça aussi, c'est une façon premingérienne. Il adore adapter des best-sellers.
D'ailleurs, ça expliquera d'une certaine façon sa décadence, parce qu'à un moment, ça suffit plus, quoi. Lui n'y est plus assez pour que les livres qu'il a achetés très cher marchent tout seuls. On raconte même qu'il se battait dans les restaurants à New York quand on voulait lui faucher un livre avant lui. Hein. Donc ça allait loin, hein, quand même, il était vraiment producteur. Sur 59 et le côté césure, oui, bien sûr. Vous voyez, moi j'ai choisi 55-65 pour ce ciné-club. Là, on est en 59. Vous avez entièrement raison. Il est évident que c'est le summum de ce qu'on peut appeler, comme vous le dites très bien, la grande forme classique. Absolument. Le seul cinéaste américain, à mon avis, dans ces années-là, qui ressemble un peu à Preminger dans la grande forme classique, mais qui lui ressemble en rien en système de représentation, dont on l'a souvent rapproché, c'est Vincente Minnelli. Vous voyez, j'ai passé dans Ciné Club il y a 2 ou 3 ans un film qui s'appelle Comme un torrent, Some Came Running. Les années sont presque les mêmes. L'un est un coloriste, vous parlez du noir et blanc, donc Minnelli est en couleur et il ne saurait se passer de la couleur, tandis que Preminger, il va tourner le film d'après, Exodus, en couleur, hein, et il a fait dans les années 40 de sublime Technicolor, donc il est tout à fait capable de manier la couleur. Mais là, on ne peut pas imaginer le film en couleur, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai jamais réussi à l'imaginer en couleur. C'est-à-dire que, justement, ce réalisme-là, il faut absolument qu'il soit en noir et blanc. C'est parfait. Alors, c'est un noir et blanc très travaillé. C'est toujours le problème avec les copies numériques, celle-là est un peu dure. Je la trouve un peu dure, un peu métallique. Je pense qu'une copie 35 en très bon état, ça serait plus moelleux, ça durcit le film. Ça durcit le film. Et notre nouvelle et très belle projection laser finit de durcir le DCP. Bon, ça c'est la vie. Mais ceci dit, vous avez raison sur le travail des ombres et des lumières, qui n'est pas du tout un travail expressionniste, parce que c'est pas aussi tranché que ça, mais qui est un travail tout en gris, en demi-teint, en nuances. Enfin, c'est quelque chose d'inouï. C'est un film qui est très souvent étudié par les analystes de cinéma ou dans les écoles, vraiment plan par plan, pour essayer de comprendre, si vous voulez, comment il est fait. Donc effectivement, on est là au sommet de quelque chose, d'une écriture classique, si on veut, mais qui est surtout maniée par un génie de la mise en scène, en effet. Madame. Oui, j'ai été très surprise par le côté très actuel, finalement, par le côté très actuel de ce film, puisqu'on voit cette femme qui est mise au pilori parce qu'elle s'habille de façon légère, parce que on la soupçonne d'allumer les hommes. Alors il montre aussi une femme ambiguë, on va dire, mais j'ai été... je trouve ce film très très actuel. Oui, pas une ride au plan sociologique. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, mais remarquez qu'heureusement pour elle, elle a le meilleur des avocats. C'est-à-dire que l'affreux du snack bar, là, qui dit elle allumait tout le monde, elle était pieds nus, etc. Là, évidemment, le film massacre littéralement son témoignage. Voilà, le type prend cher, hein, quand même. Donc, mais effectivement, ça a un côté très actuel. Et par ailleurs, l'irémique est très éloigné des canons hollywoodiens. Vous voyez, c'est pas du tout une poupée, quoi. Et alors, ça aussi, on raconte que, alors, Preminger avec les actrices, bon, on raconte beaucoup de choses, mais que le côté pantalon, comme ça, genre elle n'aura pas de jupe, encore moins de robe, etc., ou alors ce tailleur qui est évidemment fait pour qu'elle joue les parangons de vertu devant le tribunal, ça, c'est le genre de truc avec lui qui, paraît-il, était indiscutable. Enfin, vous voyez, s'il a décidé qu'elle était en pantalon, je crois que l'irémique a dû essayer de se mettre une fois en jupe, on ne pouvait même pas discuter. Ce qui devait d'ailleurs être assez pénible, hein. Il ne devait pas être commode, hein, Preminger, sur un plateau. C'est quelqu'un qui avait la maîtrise absolue de son plateau, de ses effets et des comédiens. Maintenant, le jeu de Jimmy Stewart
Vous vous rendez compte qu'il fait ça 6 mois après Vertigo? Mais c'est fou. Vous voyez, c'est les mêmes années. Alors il faudrait regarder une filmographie, là je vais un peu à la pêche comme les avocats, mais très près après, il va faire L'homme qui tua Liberty Valance de Ford et Les Deux Cavaliers. Enfin, on est dans, et j'en oublie, et on est dans un mouchoir de poche, quoi, littéralement. Enfin, vous vous rendez compte l'acteur que c'est, avec cette façon inouïe. Alors ça, évidemment, c'est Preminger qui l'a inventé. Le coup de l'hameçon, vous voyez, qui est décliné sans arrêt. Vous allez à la pêche, espèce d'enfoiré, vous savez rien, vous essayez de faire parler mon témoin. Moi, je vais vraiment à la pêche et je ne fais que ça. Ah, monsieur le juge va à la pêche. Je fais semblant de ne pas écouter les témoignages et je fais mon hameçon. Vous voyez, le film est constitué et tissé, j'ai envie de dire, d'une multitude de ces détails. Et par ailleurs, alors, juste pour vous dire ça, dans les critiques de l'époque, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que mon Jean Douché adoré avait commencé par se tromper. Il y a une notude dans les cahiers du cinéma où il dit que le film est beaucoup trop long et que ça restera un incident dans la carrière d'Otto Preminger. Bon, mais ça me rassure, même Jean pouvait se tromper. Voilà, donc après, il a vite changé d'avis, hein, je vous rassure. Mais donc, soit on trouvait le film trop long, soit on trouvait le film froid. Alors ça a été le grand truc reproché à Preminger pendant très longtemps, tandis que maintenant c'est très apprécié, au contraire, je pense. Et c'est là où vous avez raison, effectivement, il est très moderne. C'est le côté froideur. Surtout les critiques un peu mainstream, hein, pour être honnête, lui reprochaient ça. Donc le côté froideur, en fait, ça veut dire que simplement il évite tous les effets faciles. Alors peut-être pas tous, on peut discuter. Disons qu'il en évite beaucoup. Il en évite beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qui est kitsch hollywoodien, comme disaient les intellectuels new-yorkais, pathos facile, insistant sur quelque chose, vous voyez, flashback, monsieur le disait tout à l'heure, ou des gros plans, ou des explications, tout ça n'est pas dans le film, c'en est sorti. Et donc, effectivement, on a l'impression d'un regard extérieur souverain, encore une fois, mais qui peut un peu glacer les personnages. Eh bien, je trouve ce reproche infondé. Je suis d'accord avec Luc Moulet, qui lui aussi est un immense critique, qui a fait la critique dans les cahiers du cinéma de 4 pages sur ce film, et qui expliquait très bien que la soi-disant froideur prémingérienne n'est rien d'autre que de l'exigence, en fait. C'est que les effets les plus attendus et les plus faciles d'empathie du spectateur pour provoquer l'empathie du spectateur avec les personnages, ben on les refuse, justement. On ne les applique pas, si vous voulez. On les sort du manuel pour essayer d'avoir ce côté dont on parlait avec monsieur, dissection. Comment ça marche une cour de justice? Comment ça marche le droit? Mais quand le vieil alcoolique, à la fin, fait son monologue, qui est presque étrange dans le film, parce que tout d'un coup, les choses sont un peu dites, elles sont un peu assénées. Quand il dit 12 hommes, enfin non, pas 12 hommes, 12 individus, ils n'ont rien en commun, 12 consciences, 12 âmes, je crois qu'il dit, vont devoir se mettre d'accord à l'unanimité et un homme va être jugé. Moi, je trouve pas ça ridicule, hein. Je trouve ça assez beau. Et Preminger pouvait se permettre aussi ça. C'est-à-dire qu'il était tellement fort et son système était tellement cohérent, il est tellement empreint de cohérence, qu'il pouvait aussi se permettre ce genre de presque dissonance humaniste. Vous voyez, personne ne vous dira Otto Preminger est le plus humaniste des cinéastes, parce que justement, il a ce côté absolument maître de tout. Il n'est pas dans l'empathie la plus chaude avec ses personnages. Et pourtant, moi, j'estime que c'est une forme d'humanisme, et qu'en plus, il le dit. Et qu'en plus, il ose le dire, les choses sont dites. Donc c'est aussi ça qui en fait un cinéaste qui, dans cette période, résiste tellement à l'épreuve du temps. Et alors, tout à l'heure, dans mon énumération, j'ai oublié Tempête à Washington. Si vous en voyez un autre de cette période, aussi en noir et blanc, avec un acteur qui est peut-être au niveau de James Stewart, qui est sans doute au niveau de James Stewart, qui est un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, qui est Charles Laughton. Donc,
voyez vraiment le film qui s'appelle Advise and Consent, en anglais, Tempête à Washington, avec Charlton, qui joue un démocrate du Sud. Donc un démocrate du Sud, c'est qu'en fait, il est plus réac que les républicains. Vous voyez ? Et c'est le jeu politique à Washington qui est disséqué exactement pour ce qu'il est, c'est-à-dire une institution créée par les hommes pour éviter que tout le monde s'entretue, hein, quand même. C'est à ça que ça sert la représentation et c'est à ça que sert la justice. Comment ça marche ? Comment cette organisation fonctionne ? Moi, j'estime, et je ne suis pas le seul, que c'est son dernier film immense. Voilà. Donc, peut-être essayer de voir Tempête à Washington, ça vaut la peine. Ça aurait été l'un ou l'autre. Donc, j'ai préféré Autopsie d'un meurtre, mais Tempête à Washington, je crois, est encore un peu plus long. Donc, voilà. Ça passe pas en 90 minutes, quoi. Il ne faut pas être pressé. Madame, au fond. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'étais un peu étonnée par la composition du jury, en fait. Il n'y a que des vieilles personnes. Et quand j'ai vu le jury Ah oui, rentrer, vous avez raison, tout quand le j'ai monde vu est le vieux. jury rentrer, je n'ai vu que des gens vieux et des femmes moches. Devant une telle beauté, je me suis dit, ce verdict d'innocence pour une femme aussi libre, aussi belle, j'ai trouvé que ce jury ne collait pas du tout avec le verdict. Écoutez, j'en suis à peu près au même point de vue, je connais rien, moi, au système pénal américain, sinon j'ai vu beaucoup de films et de séries. Vous voyez, c'est-à-dire on est tous pareils, en fait. D'ailleurs, j'avais un ami avocat, il me racontait que l'américanisation des esprits était telle qu'en France, les gens, quand ils s'adressaient au juge, avaient tendance à dire « votre honneur ». En France, on ne dit pas ça, hein, on dit « monsieur le juge » normalement. Et donc, tout le monde se mettait à appeler le juge « votre honneur » pour rigoler, parce qu'on a tous vu trop de films américains et trop de séries américaines. Tout ce que je peux vous répondre, c'est que c'est au-delà d'un doute raisonnable. C'est-à-dire que ce qu'on dit aux jurys américains, c'est que s'ils ont un doute, ça doit profiter à l'accusé. Bon, je ne sais pas du tout s'ils le font, hein, je ne suis pas anthropologue, mais en tout cas, c'est le principe du droit. C'est-à-dire que le doute doit profiter à l'accusé. Comment dire là qu'il n'y a pas de doute ? C'est très difficile. C'est-à-dire que bien sûr que commencer l'irrépressible impulsion, c'est de la blague. Mais quand Stewart dit à un psychiatre, en fait, vous sondez les tréfonds de l'âme humaine, vous pouvez trouver un rond comme vous pouvez trouver un carré. C'est extrêmement drôle, quand même. Écrit par un Viennois, hein, qui plus est. Donc ça rend les choses encore plus ironiques et mordantes. Donc de ce côté-là, je parlais de la froideur du film, on rit tout le temps, quand même. C'est-à-dire que et c'est pas toujours le cas chez Preminger, mais là, quand même, on rigole pas mal. C'est un film qui est vraiment très drôle dans son ironie, disons, sur les façons de faire. Mais je ne peux que vous accorder que ce jury est un jury de seniors, oui, c'est sûr. Allez-y. Attendez. Vous prenez le mien. Merci. Et parmi les autres choses aussi, c'est en ce qui concerne, non seulement on ne voit pas les plaidoiries, mais alors la décision de justice, elle passe en à peine 15 secondes. C'est-à-dire qu'on dit finalement acquitté, on tape sur le marteau, tout le monde est content, on passe à autre chose, vraiment. C'est-à-dire que le procès est bâclé, mais vraiment de façon complètement volontaire, quoi. C'est-à-dire que c'est ça son côté réaliste, si vous voulez. Quand le juge dit que tous les juges sont pareils, en gros, et que ça dépend de leur capacité digestive, c'est quand même un juge qui n'a qu'une envie, c'est de fumer sa pipe, et qui considère que les jurés doivent manger à leur faim. Voilà. Donc tout ça, pour le coup, me paraît d'un réalisme total, c'est-à-dire qu'ils ont écouté sagement les plaidoiries, qui ont dû être assez longues. On ne saura jamais ce qui s'est dit, puisque la secrétaire essaye de flatter son patron, dont elle a l'air un peu amoureuse quand même, en lui disant
votre plaidoirie a été sublime, et lui répond, non, non, le type de Lansing, en fait, il a été meilleur que moi, donc là, c'est assez drôle. Donc tout ça est sauté, et puis ils ont envie d'aller bouffer. Ça me paraît d'un réalisme... voilà. Il y a un doute, ça profite à l'accusé. Visiblement, le type qui a été tué n'était pas un ange non plus. À partir de là, sa femme a été violée, il l'a mal pris. Ce qui est très compliqué, en fait, où le film est d'une rare perversité, mais ça, c'est aussi le système américain, c'est qu'est-ce qu'on plaide. Vous voyez, il y a des discussions sans arrêt là-dessus, où on lui dit, alors, soit vous plaidez l'irrésistible impulsion, soit vous plaidez la légitime défense. Mais décidez-vous. À part que James Stewart, il n'a aucun intérêt à se décider. Il faut juste présenter à nous, spectateurs et aux jurés, une version, une thèse qui tienne debout, qui soit plausible, et il n'a qu'un but dans la vie, faire acquitter son client. Mais ça, tous les avocats doivent être comme ça. Sinon, il faut changer de métier, hein, et puis c'est dangereux si on n'a pas d'avocat comme ça. Il doit faire acquitter son client. Donc je trouve que c'est fait avec une certaine désinvolture, si c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est fait avec une certaine désinvolture, mais c'est aussi la grâce du film, ce mot de désinvolture. C'est-à-dire que dans ce système prémingérien qui pourrait être tellement pesant, un peu appuyé comme ça, il y a aussi cette grâce-là. Il y a aussi cette grâce de la désinvolture. Et effectivement, ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, ça va vraiment très bien. Enfin, je sais pas, c'est l'œuf et la poule, quoi. Je sais pas qui précède qui. Mais en tout cas, le score jazz et son côté free, alors ça, encore une fois, je suis pas assez fort là-dessus. Non, c'est pas du free. C'est pas du free. Oui, ils sont pas d'accord avec vous. Mais en tout cas, ça va très très bien avec le film. Et ça lui donne ce côté un peu désinvolte, comme ça, qui là encore est totalement, normalement, à l'opposé du système de Preminger. Donc, voilà, c'est un cinéaste qui est aussi important et aussi fort, je crois, parce qu'il réussit une synthèse invisible du grand art, disait monsieur, effectivement, du grand art classique, ou qui se veut invisible, en alliant des contraires. Donc, de ce point de vue-là, je crois vraiment que c'est un très grand alchimiste. Et j'ai été très heureux que vous ayez aimé le film à ce point-là. Merci beaucoup. À bientôt.